Coucou, c'est Matt. Vous écoutez Cœur d'enfant, le podcast où ma maman Morgane et moi nous partageons notre passion pour la lecture avec les enfants et leurs parents. À vos livres. Prêts ? Lisez ! Dans notre émission, on aime bien vous partager des histoires. Aujourd'hui, on est allé chercher de très vieilles histoires. Vraiment très vieilles. On va parler de mythologie. Ulysse, Hercule, Achille, Persée, Thésée font depuis longtemps parler d'eux à travers le monde. Petits et grands ont déjà entendu leur nom et le récit de leurs prouesses. Mais qu'est-ce qu'il en est des autres ? Comment ça ? Tu veux parler des compagnons d'Ulysse ou de Cassandre ? Non, moi je voudrais parler de ceux dont on n'entend jamais la voix. On n'a qu'une seule version de ces histoires, celle des héros. Et si on donnait la parole à ces créatures ? Tu as raison. Elles ont peut-être plein de choses à dire et changer de point de vue, ça ne peut pas faire de mal. Au contraire, ça peut ouvrir l'esprit et nous on adore ça. Les éditions Scrinéo proposent une collection mythologie composée de 8 petits romans à lire à partir de 10 ans. Ils sont écrits par Sylvie Bossier et illustrés par Tristan Gion. À travers eux, c'est directement les Minotaures, Méduse, Arachné, Cerbère, Polyphème le Cyclope, Charybde, Lygia la Sirène et Chiron le Centaure qui s'adressent à nous. Ils nous racontent leur version de l'histoire. Ce qui va nous offrir un autre point de vue, mais aussi la possibilité de les comprendre, de savoir ce qu'ils ressentent, de découvrir leur part d'humanité. Chiron le Centaure nous raconte comment il a appris toutes ces choses sur la médecine, le tir à l'arc, la chasse, avant qu'il les enseigne à Achille. Lygia nous révèle comment elle est devenue sirène, et Arachné comment elle est passée de tisseuse admirée à araignée redoutée. Cerbère nous révèle les rêves qu'il avait avant de garder les enfers. Méduse nous confie comment elle en était arrivée à changer les gens qui croient son regard en pierre parce qu'elle a dit non. Et Charybde, comment elle est devenue tourbillon en raison de sa gourmandise. Et pour finir, on se rend compte que le Minotaure et Polyphème voulaient juste vivre heureux. Lesquels de ces romans sont tes préférés ? Polyphème et le Minotaure. J'ai étudié l'Odyssée d'Ulysse en cours cette année, où il rencontre le cyclope Polyphème et lui joue un mauvais tour pour s'échapper avec ses compagnons. Du point de vue d'Ulysse, c'est justifié parce que Polyphème les retient prisonniers. Mais quand on lit le récit de Polyphème dans cette version-là, c'est bien différent. Il vivait paisiblement dans une grotte sur son île, à traire les chèvres. Chaque soir, il retrouvait ses frères autour du feu, en haut du plateau. On apprend que ses frères n'étaient pas très gentils avec lui. Il lui faisait de mauvaises blagues, un peu comme Ulysse finalement, qui lui fait croire qu'il s'appelle personne. Un oracle lui avait prédit qu'un certain Ulysse lui ferait beaucoup de mal. Du coup, il ne s'est pas méfié suffisamment. Ulysse et ses compagnons ont débarqué sur son île, ont mangé ses fromages et ça l'a mis en colère. Bon, il aurait peut-être pas dû en manger 2 d'entre eux, c'est vrai. Mais bon, comment on réagirait, nous, si quelqu'un rentrait chez nous sans y être invité et vidait notre frigo ? Et tu nous lis le prologue de Moi le Minotaure ? Comment peut-on être prince et pourtant se sentir le plus malheureux des êtres ? Qui veut prendre ma place ? Toi là qui m'écoute, ou toi ici, venez, je vous offre mon lit d'or, mes vêtements de lin, je vous aide même l'immense palais où je me promène seul, jour après jour. En échange, donnez-moi l'amour d'un père, une raison de rire. Donnez-moi l'apparence d'un jeune homme séduisant. Vous hésitez ? Comme je vous comprends, avant de prendre votre décision, écoutez donc mon histoire. Dans la même collection, 2 romans mettent aussi en valeur des femmes de la mythologie. Pénélope, l'épouse d'Ulysse, et Pandore, la première femme humaine façonnée par des dieux. Oui, parce que quand on y pense, la plupart des héros de la mythologie sont des hommes. J'ai eu la chance d'échanger avec l'autrice de cette collection, Sylvie Bossier, et je lui ai demandé ce qui lui avait inspiré cette série de romans. Elle m'a expliqué que le fait de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas est très profondément ancré en elle, et qu'elle le fait depuis son premier roman, où un jeune garçon, autiste Asperger, raconte la façon dont il perçoit le monde et ce qu'il en comprend. Sylvie a toujours été confrontée à la question du regard de l'autre, à la question de la normalité, et donc d'une certaine façon à la question du point de vue. Elle a découvert la mythologie grecque au collège quand elle était en 6e, comme toi Matt. Elle y a trouvé beaucoup d'injustices, mais qui passent inaperçues car les histoires sont toujours racontées du point de vue du vainqueur. Elle a alors voulu donner la place à ceux qu'on appelle des monstres, qu'on n'entend jamais. Puis, dans un second temps, aux femmes de la mythologie qu'on n'entend pas plus. Par exemple, si Méduse est transformée en monstre, c'est parce qu'elle a résisté aux avances de Poséidon. C'est donc une question de consentement qui résonne fortement avec notre époque. Si le Minotaure est né avec une tête de taureau, c'est parce que son père a manqué à sa parole.
Lui n'y est pour rien. Que vous connaissiez bien la mythologie ou pas, je suis sûre que vous aimerez ces romans. On se rend compte que ces créatures, ces monstres, peuvent être dangereux ou méchants, mais qu'il s'est souvent passé quelque chose qui les a rendus comme ça. Ou bien qu'ils subissent une injustice, et dont personne ne parle. Ça aide à faire plus attention dans la vie de tous les jours, pour mieux comprendre les autres parfois. Nous remercions Sylvie Bossier d'avoir pris le temps de nous expliquer son parcours d'écriture et d'avoir partagé avec nous ses valeurs qui nous touchent beaucoup. Extrait de Moi, Ligia, Sirène, de Sylvie Bossier. Chapitre 1. Planté sur mon rocher perdu, je frissonne au vent du large. Je lisse à grand-peine mes longs cheveux emmêlés par le sel. Les yeux dans les vagues, j'observe la houle, le gris du ciel qui se perd dans celui de la mer. Comme j'aimerais être ailleurs. Courir dans un pré, cueillir des narcisses, mêler mon rire à celui de mes amis. Ces joies ont-elles existé autrefois? Ou était-ce juste un rêve? Je sens un regard sur ma nuque. Il pique ma chair comme s'il était de fer. Une voix mélodieuse et dure surmonte le fracas des flots. Ligia, tu sais que les rêveries te rendent triste. C'est ma sœur, Leucosia. Elle partage mon malheur. Ma réplique claque dans les embruns. Tais-toi! Mais Leucosia ne lâche jamais prise. Crois-tu pouvoir démêler ta chevelure avec tes ailes? Tu ne peux même plus tenir un peigne. Pour cela, il faudrait que tu possèdes encore des mains. Et elle éclate d'un rire musical qui jure avec ses paroles cruelles. Je crois entendre les sonorités d'une lyre accordée au grondement du vent marin. Je me retourne pour lui répondre et toute joie me quitte brutalement. Plus de prairies, plus de narcisses. La regarder, c'est comme me contempler dans un miroir. Nous nous ressemblons tant. Quel est le pire? Vivre seul? Ou bien avoir devant moi, jour après jour, l'image de ma métamorphose? Comme moi, Leucosia possède de hautes pommettes, des sourcils bien dessinés, un nez droit, des dents parfaites. Sa chevelure cuivrée flotte dans le vent marin, poissée par les embruns, comme la mienne. Mais là s'arrête sa beauté de jeune femme. L'une comme l'autre, nous possédons un corps de rapace, couvert de plumes brunes. Ses ailes s'agitent quand elle parle, comme si elle bougeait les bras. Chacun de ses doigts se termine par une griffe acérée. Ce sont des serres dessinées pour saisir, emporter, déchiqueter des proies. Leucosia éclate d'un rire triste. Ne fais pas cette tête. Oui, nous nous ressemblons comme deux gouttes de cette eau salée qui nous entoure de toutes parts. Lirait-elle dans mes pensées? Je la supplie. S'il te plaît, arrête. Elle espère peut-être me faire accepter notre rocher perdu, nos vies maudites de femmes oiseaux. Elle insiste. Tu n'auras plus jamais d'amis ni d'amoureux, moi non plus. Fini les mots tendres et les jeux. Nous voilà punis comme si nous avions commis un crime. Nous qui sommes innocentes. Son bavardage entre dans mon cœur et le déchire. En un éclair, je me revois, jeune fille dansant avec les autres nymphes, tressant des couronnes de lierre pour en parer nos fronts. Mes ailes puissantes se déploient avant que mon esprit l'ait décidé. Je m'élève de quelques mètres et fonce sur Leucosia. Mais elle a deviné ma réaction, elle me connaît si bien. Lorsque je descends en piqué, elle s'est déjà écartée et je m'écrabouille sur le rocher. Ma joue saigne un peu. Ma sœur est comme une enfant qui s'ennuie et joue de mauvais tours pour se distraire. Elle rit à s'en décrocher les mâchoires, à faire pâlir la lune dans le ciel noir. Elle rit à perturber le sommeil des dieux perchés sur l'Olympe. Pourtant, il ne faut pas attirer leur attention sur nous. Si Leucosia et moi sommes devenus des femmes oiseaux, si nous mangeons la chair des marins, c'est à cause de Déméter et de son frère Hadès. L'idée qu'ils nous fassent subir un sort encore pire me fait frémir de la tête aux griffes. Nous devons à tout prix nous faire oublier d'eux, même si de notre côté, nous ne pourrons jamais les chasser de notre esprit. Qui sait ce qu'ils seraient encore capables de nous infliger si l'envie les en prenait? Depuis l'entrée de notre grotte, la lumière du matin me réveille. La faim tiraille mon ventre et fait ondoyer l'espace devant mes yeux.
Par petits bonds, je grimpe jusqu'au sommet de ce roc gris qui nous sert de maison. Mon regard perçant balaie les vagues jusqu'à l'horizon noyé de brume. Je cherche la présence d'un bateau. Je cherche des marins, leur odeur appétissante, leur chair nourrissante. Il n'y a rien de ce côté. Je me tourne, les plumes chahutées par le vent, et je scrute un autre pan de vide gris et bleu. Là, le petit bateau de pêche navigue si près de notre rocher que je sursaute. Il a dû approcher pendant que nous dormions. J'entends les voix des marins grecs maintenant. Il faut faire vite. J'étends mes ailes et rejoins le Kosia au creux de notre antre. Elle dort encore, sa jolie tête abritée sous son aile, au milieu d'ossements blanchis, de fragments de lin beige et de sandales. « Viens !» Elle s'éveille en sursaut. Nul besoin d'explication. Plus le temps de bouder non plus. Elle a aussi faim que moi, évidemment. Elle déploie ses ailes, s'élance. Je la rejoins et bientôt nous planons ensemble dans le ciel. Mon corps emplumé permet au moins cette griserie. Je vole. Les courants me portent et je m'élève en spirale légère. Le Kosia m'arrache à cette insouciance d'un instant. On y va! Oui, le bateau est juste au-dessous de nous. Nous piquons vers les flots devenus verts et tournoyons au-dessus de la voile. Je chante d'une voix de miel, le Kosia d'un timbre plus flûté. Venez à nous, marins de Grèce, nous chantons pour vous seuls, plongez dans nos délices. Nous tournoyons encore et encore. Notre musique encercle la barque de ses sortilèges. Les 3 hommes nous observent, le corps tendu. L'un tend les bras vers nous, le deuxième fixe la mer par-dessus le bordage, le troisième, plus âgé, résiste à notre chant et secoue ses compagnons. Une bagarre les oppose, brève, violente. Le Kosia et moi continuons de chanter. Notre voix est notre arme. Ils ne le savent pas. Les 2 jeunes marins se jettent dans les flots froids. Je me précipite vers le premier, le Kosia derrière moi. Nous nous taisons maintenant. Le second coule. Tant pis, nous ne sommes pas assez puissantes pour amener 2 corps dans notre grotte. Quant au troisième, il se réveillera plus tard dans son embarcation, assommé, solitaire, et se demandera pourquoi ses camarades, ses fils peut-être, ne sont plus là. Il doutera de sa raison. Je penserai à sa peine plus tard. Mais peu m'importe en cet instant. J'ai tellement faim. Notre proie est épuisée. 2 fois déjà, elle s'est cognée contre les récifs qui entourent notre rocher. Alors nos cerfs agrippent ses bras. Alourdis par son poids, nous nous élevons péniblement dans les airs jusqu'à notre repère. Nous y jetons son corps. Mes dents déchirent. Mon estomac s'emplit. Je ne suis plus qu'un gros oiseau affamé. Que se passera-t-il ensuite ? Je ne veux pas y penser. Ce podcast vous plaît ? Vous pouvez nous soutenir en nous attribuant des étoiles sur certaines plateformes. Ça permettra à d'autres enfants et parents de nous découvrir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Vous pouvez suivre notre actualité et nous écrire. On vous attend. Salut !